Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte du Tiny Epic Crimes, le dernier né de la série créée par Scott Almes, édité chez Gameline. J'aime bien les Tiny Epics en général, maintenant je ne les possède pas tous, loin de là, puisque j'ai uniquement ceux que je préfère, à savoir Zombie, Galaxy, Tiny Epics Galaxy qui est pour moi et de loin le meilleur de la série. Et puis Vikings, l'avant-dernier, qui était sorti cet été en français, et qui est plutôt une réussite, même si j'ai eu du mal à le prendre en main en ce qui me concerne. Et d'ailleurs, j'ai proposé une partie filmée sur la chaîne, mais qui n'est pas achevée, simplement parce que j'ai dû l'abandonner, faute de temps. Mais je vous proposerai une partie complète prochainement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte rapidement, ensuite installer le jeu et puis lancer la partie. Alors, partie qui sera certainement l'objet de 2 vidéos, ce qui me permet toujours de me faciliter la vie en matière de montage et de mise en ligne, comme vous le savez. Alors c'est le format standard hein, des Tiny Epics, il n'y a pas de surprise là-dessus. On va découvrir aussi, alors j'ai déjà ouvert la boîte, hein, j'ai déjà fait une partie inachevée test. Voilà, donc on va vraiment découvrir le jeu ensemble hein, réellement, parce que mon expérience se limite à une première lecture des règles et à quelques tours de jeu. Donc un dos de boîte qui est toujours richement décoré, avec un rappel à l'illustration extérieure, donc dans une ambiance années 50, ouais, années 30 même. Le gangster à Chicago. Et puis voilà, on voit que les affranchis dînent copieusement et richement dans un cabaret en charmante compagnie. Donc déjà, ça nous met dans l'ambiance. Alors cette boîte est certainement utilisée comme piste 2D, puisqu'on va voir qu'il y a quelques dés dans ce jeu. Et je vais la laisser devant nous pour qu'on puisse en profiter. Le livret de règles, qui, comme à l'habitude, est d'un format très semblable au précédent Tiny Epics. Hein. On a toujours à peu près une quinzaine de pages. Ouais, 20 pages. Voilà, 20 pages de règles, avec la mise en place comprise, etc. Ensuite, bon, ça c'est un emballage. Un petit sachet dans lequel on a des pions, des jetons en bois de mobster, de bandits. Il y a 3 couleurs, bleu, rouge et gris. On verra ça durant la partie. On a également un gros sac de jetons de différentes sortes. On va pouvoir sortir aussi. Les jetons joueurs sont en forme de voiture, espèce de traction avant ou de Ford T certainement. On a un écusson de police à chaque couleur, et puis on a un pion comme ça qui nous permet de suivre, on va le voir, l'avancée de l'enquête en fonction du personnage qu'on est en train de jouer. Donc on a à chaque fois 3 pions de couleur par personnage. On a aussi dans la boîte de nombreuses cartes carrées, petit format carré, un petit peu à la manière de ce qu'on trouve dans le 7e continent. Voilà, donc on a différents types de cartes. On a les cartes type map, qui vont être disposées devant nous pour créer le terrain. On va voir. On a des cartes suspects que l'on va pouvoir gagner pendant la partie, qui vont nous permettre d'avancer dans l'enquête. On a des cartes force qui sont des espèces d'atouts, qui là aussi vont être récupérées par les joueurs au gré des enquêtes et des réussites des quêtes annexes. On a quelques cartes ability tirées au début de la partie. Et puis on a des cartes événements. Voilà, un deck événement qui va ponctuer notre journée de travail en tant que policier. On a également du matériel un petit peu original, donc ce qu'ils appellent des dossiers ou des enveloppes, qui vont nous permettre dans celle-ci de glisser une carte de type suspect que nous allons tirer au hasard, et donc, qui va nous donner l'identité de l'auteur des faits que nous allons essayer d'élucider. Donc on
va voir de la manière. Et puis, on a un certain nombre de dossiers qui correspondent à des dossiers de preuves de différentes natures qu'il va falloir aussi découvrir pour parvenir à élucider l'enquête et à démasquer le malfaiteur, le criminel plutôt, qui sévit dans cette ville qui nous emploie. On a également, alors oui, ça c'est sympa, j'aime bien, on a 2 dés en forme de cartouche, plus ou moins, mais c'est pas mal, c'est efficient en matière de jeu, il n'y a pas de problème, à condition d'utiliser une piste. C'est plutôt agréable à lancer, j'aime bien, c'est très sympa. Sur ces dés, donc, ils sont dotés de 6 faces. Et la 6e face est particulière, on voit qu'il y a un écusson, en fait ça correspond à une face joker. On verra ça pendant la partie également. Donc on a un dé blanc et un dé noir que nous allons mettre de côté. Enfin on a des cartes comme à l'habitude, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un Tiny Epic, on peut s'attendre à avoir ce format de mini plateau. Et donc ceci présente à la fois des aides de jeu pour les joueurs, aides de jeu qui sont recto verso. Donc là on a un ensemble de suspects potentiels avec leurs attributs. Et puis de l'autre côté, la liste des différentes actions qu'on peut faire à chaque tour. Point sur lequel on va revenir en début de partie. D'ailleurs, dans la partie d'aujourd'hui, on va jouer à 2 personnages, puisque ce jeu peut être à la fois compétitif, coop ou full coop. Donc il n'y a pas de problème. On a également le choix entre différents enquêteurs que nous allons choisir selon le mode. Voilà, on va jouer en coop, on va choisir la face. Donc là, on voit qu'on a une face standard et de l'autre côté, une phase coopérative. Donc on va... c'est ce qu'on va faire, on va utiliser les phases coopératives et on va prendre le flic de patrouille et puis le shérif, le détective. Voilà, le gris et le orange, ou je sais pas quelle couleur, le rose. Voilà. Les autres ne seront pas utilisés, on va les laisser dans la boîte. Et là, je vous ai présenté la totalité du matériel, si ce n'est, ah oui, on a une petite loupe aussi également, avec un filtre rouge qui nous servira à élucider ou à étudier, à analyser des preuves à certains moments dans le jeu. Donc ça, on va les laisser de côté également. Et puis c'est tout, voilà, on a un matériel assez classique, si ce n'est les enveloppes là. Les enveloppes de preuves et la loupe, mais sinon on a un matériel assez classique dans un Tiny Epics. Ce que je vais faire, je vais arranger un petit peu l'espace de jeu et puis on va procéder tout de suite à l'installation. Ah oui, une chose importante que j'ai oublié de vous présenter, ce sont 2 cartes là qui vont représenter le timer de la partie, puisque une partie de Tiny Epic Crimes se déroule en 48 heures. 48 heures qui sont symbolisées par cette petite frise de temps sur laquelle apparaissent les heures et sur laquelle on va déplacer les jetons joueurs. Donc voilà, alors comment s'appelle cet élément de jeu exactement? Le time mat. Ce que je vais faire, je vais mettre en place les premiers éléments de jeu, puis on va procéder au tirage des éléments aléatoires. Et puis, une fois que tout sera bien installé, on pourra démarrer la partie. J'ai sorti le matériel de la boîte, j'ai déjà réparti les éléments de manière organisée sur la table, mais c'est une opération qui n'est pas nécessaire. Hein. Vous allez voir, le jeu est relativement simple à mettre en place. Simplement que devant une caméra, par confort, j'ai trié un petit peu les éléments. Mais on peut l'installer directement depuis la boîte sans problème. Alors, première étape. La première étape est de prendre les cartes terrain et de trouver le headquarter, le HQ, qui va représenter le centre du plateau. Il n'y a qu'une carte de ce type. Ça va être la dernière. Non, elle est là. Voilà. Voilà le headquarter, le commissariat de police.
quartier général. Et donc celui-ci vient se poser au centre de la table. Ensuite, à l'aide des cartes, on va constituer un terrain composé d'une grille de 5 par 5, de 5 cartes par 5 cartes. Pour ce faire, on va utiliser la totalité des 24 cartes proposées, puisque les 24 cartes plus le headquarter, ça fera 25, et 5 x 5, 25. Donc on est bon. Et on utilise tout à chaque partie. La seule chose, c'est que le plateau peut changer de physionomie d'une partie à l'autre, puisqu'on va tirer ces cartes de manière aléatoire. Et puis les installer autour du HQ. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, eh bien, je vais commencer là, et puis je ferai ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, premier bâtiment, voilà, ici, au nord du headquarter. Alors, ce qu'on peut déjà s'apercevoir, c'est que les cartes sont faites de manière à ce qu'elles soient parfaitement jointes les unes aux autres, et que ça forme comme ça des quartiers, des pâtés de maison de manière assez propre. Une deuxième carte, c'est une usine. Là, deuxième, puis ainsi de suite. Donc je vais passer en mode accéléré pour installer tout ça. Voilà, une fois les 25 cartes positionnées pour former notre plateau de jeu, donc on voit que ça forme une assez colorée d'ailleurs, c'est pas mal. J'ai juste inversé par rapport à la mise en place ces deux cartes là pour avoir le port sur un bord, parce que je trouve thématique d'avoir un bateau comme ça qui peut arriver d'un bras de mer latéral, alors que si je mets la carte en plein milieu du plateau, on perd toute la thématique, on ne sait pas par où peut arriver le navire, et ça m'embête. Voilà, c'est un petit côté maniaque de ma part, mais voilà, donc j'ai inversé pour qu'à l'image ça ressemble à quelque chose. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien on va placer les 10 tokens de dés, qui sont ceux-là. On voit que les icônes rappellent le dé noir pour ces tokens-là, et le dé blanc pour ces tokens-là. Et en fait, ces tokens vont nous servir à repérer les lignes et les colonnes. Des noirs, les dés blancs plutôt, vont se mettre au-dessus du plateau, ici. Les dés noirs, vont se mettre sur le côté gauche. Ce qui va nous permettre de repérer chaque case, chaque quartier de la ville facilement à l'aide de jet de dés quand le jeu nous demande. Voilà, donc un quadrillage impeccable. Ensuite, on va placer ces tokens-là qui sont des tokens d'informateurs. Alors il y en a 5, et on va les placer également à côté des tokens de dés noirs. Donc à gauche du plateau également. Alors à 2 joueurs en coop, on va placer un token en haut, un au milieu et un en bas. En compétitif, on va placer des tokens sur chaque ligne. Là, on n'aura plus besoin de ces tokens-là, je les remets dans la boîte. On n'en parlera plus. De la même manière, on va utiliser ces jetons bleus ici, qui sont des tokens qui s'appellent les witness, donc des témoins. Et donc, qui vont être placés également sur les colonnes cette fois. Mais là, je suis en train de inverser le 3. Donc, mais cette fois, on va positionner les witness, les tokens de witness, sur les 3 colonnes centrales. Ça aussi étant une variante liée au mode coop. Il y a 2 jetons supplémentaires qui sont utilisés en compétitif que je n'utiliserai pas du coup. Voilà.
Ensuite, on va récupérer les tokens verts, ici, sur lesquels figure une loupe. Donc, ce sont des tokens type clou, hein, ou type indice. On va les mélanger. Parce que leur dos est différent de leur face. Et donc, il va falloir trouver ces indices pour la partie. Donc, il y en a 7, voilà, c'est ça. Et pour les placer, eh bien c'est simple, il suffit de regarder l'iconographie présente sur le plateau et de poser les jetons dans l'endroit correspondant. De la même manière, on va positionner ces tokens de planque donc sur les zones zoomées où apparaissent le même icône. Et puis on aura enfin 3 jetons à placer ici au niveau du HQ. Et donc 3 jetons qui vont correspondre, en fait on le verra, à la couleur et au gang des différents mobsters, des différents gangsters qui vont sévir dans la ville. Donc on a des bleus, des gris et des rouges. On a un jeton de chaque couleur. Voilà ce que je vais faire rapidement hors caméra, ça, et puis on passe à la suite. Voilà, tous les jetons ont été positionnés sur le remplacement respectif dans la ville. Donc eh bien, il va nous falloir parcourir celle-ci pour récupérer différents indices, effectuer certaines opérations de police afin de nous aider à résoudre cette enquête. Il nous reste 5 jetons là, de type du même format, carré, un peu grand là, comme ça. Et ces jetons-là sont des jetons que nous allons remporter sous certaines conditions. Donc on va les mettre à côté des plateaux joueurs, ici. Voilà. Alors, ces jetons, on va le voir, correspondent aux différents types de preuves qu'on peut récolter pendant la partie. Il nous reste quelques jetons qui sont rassemblés dans une petite coupelle, 4 petits jetons carrés et puis une quinzaine de jetons ronds, noirs, avec différentes illustrations dessus. Et on verra selon les événements qui surviennent pendant la partie quelle est leur utilité. Pour le moment, on n'en a pas besoin lors de l'installation. Étape suivante, le livret de règles nous demande de positionner les 2 time mats devant nous et pour former cette fameuse ligne de 48 heures. À côté, on place les 5 jetons de preuve. On a à portée de main nos 2 dés. Ensuite, on va remplir le petit sachet fourni dans le jeu, hein. Voilà, avec les différents mobsters. Alors, je ne sais plus combien il y en a par couleur. Il y a 3 couleurs et je crois qu'il y en a 5 par couleur. Je crois que c'est ça. Il y en a 5 par couleur, donc 15 tokens. Ça va être indiqué dans... Ouais, c'est ça. Il y en a 5 par couleur. Et donc, on a 15 mobsters ici. On mélange. On mélange, voilà. Alors, en coop, on va récupérer un mobster gris. Gris, ça va correspondre à des mobsters, à un gangster neutre, c'est-à-dire qui n'appartient à aucun gang. Et voilà. Voilà. Et ce gangster gris va être positionné à côté de la case 48 du time mats. Ici. Et en fait, il va nous servir à indiquer la fin de partie. On verra. Avec les mobsters restants, donc on n'en a plus que 14 dans le sac, eh bien, on va en tirer successivement 3 et chacun d'eux sera placé à l'aide d'un jet de dés. Alors on va tirer le premier. Voilà. On tire un premier mobster, donc un bleu, que nous allons positionner. Je vais récupérer ma piste à dés. Je vais mettre sur le côté. Voilà. La piste à dés. Et on va lancer les dés pour savoir à quelle adresse est
et repérer ce mobster-là. Donc voilà, on va être sur la colonne 3, ligne 5. Colonne 3, ligne 5. Donc le mobster bleu est ici. Je vais le mettre couché pour le moment. Voilà. Ensuite, on en tire un deuxième. C'est un mobster gris. Procéder de la même manière, donc ça va être 2 et 2. Alors, en 2 et en 2, eh bien on est là et là, voilà, ici. Alors moi je les mets debout, c'est vrai, je vais les mettre debout. J'aime pas quand c'est couché. Alors là avec la lumière, c'est pas évident de voir. C'est vrai que je préfère quand ils sont verticaux. Et enfin, dernier mobster à positionner au début de partie, c'est un autre mobster gris. Et donc lui sera sur le 2-3. Donc colonne 3, ligne 2, à côté du précédent. Voilà, donc le nord de la ville est plutôt détenu par ces gangs-là. Une fois qu'on a fait ça, on continue. Et on va donner à chaque joueur un plateau joueur. Donc là, on l'a déjà choisi tout à l'heure. J'ai pris le policier de patrouille et le shérif. Voilà, donc un personnage féminin, un personnage masculin. Les plateaux sont identiques d'un personnage à l'autre, il n'y a aucune différence, si ce n'est l'illustration. Donc on a nos aides de jeu ici, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, on va utiliser tous nos trackers en fonction de la couleur de notre personnage. Donc là, pour l'officier de patrouille, je vais utiliser la Ford T, là, orange. Donc on la positionne en début de partie au headquarter. Son écusson va être ici, à côté du 1, à gauche du 1. Ce qui nous permettra de suivre l'évolution de ses points de victoire. Et puis, voilà, son pion à son effigie. Lui va être positionné sur le time mat. D'ailleurs, on va le positionner non pas sur le 1, mais sur le 0. À côté. On fait la même chose pour le shérif. Lui aussi, son véhicule est là. Et son tracker de temps est là-bas. Alors, il est précisé dans la règle du jeu que stack all the time trackers to the side of the time track in player edge order. Alors, dans la mesure où je joue solo, ça n'a pas d'importance. Je vais plutôt mettre le shérif en dessous et puis la jeune flic au-dessus. Voilà. On va faire comme ça. Ensuite, on nous dit de mélanger et distribuer à chaque joueur 2 cartes ability. Donc on les récupère, elles sont les cartes ability à ce moment-là. Il y en a une dizaine disponibles. Donc on mélange. Voilà. Et on en donne 2 à chacun. Ok. Les autres ne seront pas utilisées, sont remises dans la boîte. On va prendre connaissance. Donc quand on joue à plusieurs, chacun regarde. Et chacun choisit l'une des capacités qu'il a en main. Et on remet l'autre dans la boîte. Alors on a le Cuff and Stuff. Après avoir appréhendé un mobster par n'importe quel moyen, on peut dépenser 12 heures pour gagner en plus une carte de type force. On peut faire ça une seule fois par tour. Donc ça c'est pour remporter des cartes à tout. Les cartes de force sont celles-ci, avec l'écusson, la police. Sinon on a le Gumshoe. Donc après avoir terminé son déplacement en voiture, on peut dépenser 1 heure pour essayer de récolter n'importe lequel des tokens face down sur notre emplacement. Ah oui, donc ça c'est puissant pour enquêter. Donc ça c'est le Gumshoe. Ok. Ouais. Bah, j'ai bien envie de faire ça. Alors je sais pas ce qui est le mieux en coop.
parce que les cartes force sont mieux que de pouvoir économiser du temps pour les gumshoes, pour les enquêtes. Je vais choisir gumshoe, on verra bien. Et donc l'autre, je la replace dans la boîte. On va faire pareil pour le shérif. Donc là, on a la motorcycle. Lorsqu'on conduit, on dépense 1 heure pour bouger depuis un des coins un des corner blocks to any other corner. D'accord, donc on peut parcourir la ville dans tous les sens pour un seulement quand on conduit. Ok. Mais ça, uniquement quand on est dans l'un des coins, je comprends. Donc il faut rejoindre un coin, quatre coins, et ça nous permet de changer de secteur assez rapidement. Et sinon, on a le Street Smart. Alors, qui coûte 1 de moins quand on appréhende n'importe quel mobster bleu ou rouge, dont les gangs ont des noms, on les trouvera tout à l'heure. Mais ça ne peut pas être utilisé lorsqu'on fait appel à des renforts. Je vais garder la moto, déjà parce qu'elle est classe, et parce que ça me semble moins pratique, surtout que là, en début de partie, on a des mobsters gris, donc on est plus limité sur l'utilisation de cette action en ce début de partie. Donc je prends Motorcycle, ce qui devrait bien nous dépanner pour accélérer nos déplacements. Voilà, on a mis en place nos personnages. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit maintenant mélanger les cartes force. Ici. Et on va en distribuer une à chaque joueur également. Alors en multi, en fait, même si on distribue une à chaque joueur, ces cartes seront, en multi en coop plutôt, ces cartes vont être mises en commun. Donc ça n'a pas trop d'importance. Par contre, en multijoueur, les cartes restent secrètes devant chaque joueur. Bien sûr, on peut en prendre connaissance, mais elles ne sont pas communiquées aux autres. Donc là, on va voir ce dont dispose la fliquette. Donc c'est un Chief Orders. Donc à la place de conduire normalement, dépensez un temps pour placer votre véhicule sur ou de manière adjacente au HQ. En fait, là, le chef nous demande de revenir. Ça peut être pas mal pour se recentrer. De toute façon, ce sont des cartes one shot. C'est-à-dire qu'on utilise ça, on les défausse. Premier atout de ce type-là. Alors, c'est assez complémentaire avec le motorcycle. Oh yes. Et on a un canine unit. Canine unit, donc des chiens. At any time on your turn, donc n'importe quand pendant votre tour, bougez de n'importe quel mobster jusqu'à 2 blocs orthogonaux par pièce. Ok, donc en fait on chasse un peu les mobsters, on peut les repousser ou en tout cas on peut les driver un peu en les faisant poursuivre par les chiens. C'est pareil, une fois qu'on a utilisé cet atout, on le défausse. Alors moi j'aime beaucoup les illustrations, franchement, du jeu. Voilà, c'est l'aspect très très réussi du jeu, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Je pense qu'on est presque au bout. Shuffle the suspect card in face down deck. On va prendre toutes les cartes suspectes. Et là on est à un moment important de la partie puisque on va déterminer finalement qui est le coupable, mais sans avoir la moindre idée de qui il peut s'agir, bien sûr. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16 cartes, ce qui correspond aux 16 suspects, à savoir 8 suspects par gang. Alors d'ailleurs, les gangs bleus, le gang bleu s'appelle les Blue Bees, donc les abeilles bleues, et les rouges s'appellent les Red Rhino. Blue Bee et Red Rhino sont les noms des gangs qui dominent Chicago dans ce temps. Donc on va prendre un suspect au hasard, sans le révéler. On va le conserver et on va le glisser dans cette enveloppe
pour le laisser totalement confidentiel. On va mettre cette enveloppe devant nous sans pouvoir y toucher pour l'instant. Il y a des moments où on pourra consulter l'enveloppe, enfin d'une certaine manière, en tout cas l'utiliser, mais ça va être sous certaines conditions. Une fois que ce criminel est placé dans l'enveloppe, on va placer à portée de main les 5 dossiers de preuve. Donc voilà, on a tout ce qui est arme du crime, le gang, bien sûr, si c'est un Red Rhino ou un Blue Bee. On a les moyens de déplacement, les empreintes et l'arme. Non, le rang, c'est le grade en fait, le grade dans le gang. On va voir que les criminels peuvent être soit des hommes de main, soit des boss. Il va falloir déterminer tout ça à la manière d'un qui est qui, un petit peu, pour resserrer les taux autour du cou du coupable. Et enfin, on va mélanger les event cards tout de suite. Je suis en train de voir d'ailleurs, ma mise en place ne va pas convenir exactement parce que je vais devoir en début de partie mélanger les event cards et en sélectionner une. Je vais mélanger que ça quand même. Et en sélectionner une qu'on va placer sous le time tracker et que l'on va d'ailleurs révéler immédiatement. On va savoir qu'il se passe déjà quelque chose dans cette bonne ville de Chicago. Certainement un événement criminel qu'il va falloir gérer en tant que force de l'ordre, force de sécurité. Alors donc je prends cette carte. Et puis en théorie je devrais la placer ici, sous le slot là. Voilà, de manière visible, pour nous permettre de suivre la progression de cet événement. Alors on va quand même en prendre connaissance. Donc c'est une manifestation civile et on doit placer la manifestation, le token de manifestation devant le tribunal. Et alors on va déjà repérer le tribunal sur la carte. Donc c'est celui-là. Alors il est où le tribunal. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il soit à côté du headquarter. Mais j'ai pas l'impression. Ah, il est là. Il est pas loin du headquarter. Ok. Là-dessus, je vais aller chercher le petit token de manifestation. Alors, les tokens sont pas super faciles à retrouver. Mais bon, une fois qu'on les connaît, voilà. C'est la même illustration que sur la carte. Là, on a l'entrée du tribunal, donc on met le token ici. Et puis, on place également un petit token carré, donc qui sert toujours dans le cadre de cet événement, qui a la même illustration. Et cette fois, ce petit token carré, on va le placer 5 heures plus loin que la position du premier enquêteur. Alors nos enquêteurs étant en 0, on va le mettre sur le 5. Là. Voilà. Ce qui fait que là, l'événement se déclenchera quand nos enquêteurs atteindront ou dépasseront ce point-là. On va regarder maintenant ce que nous dit la carte. Place the protest token at tribunal, d'accord, ok. Alors attention, quand un des trackers d'officiers atteint ou dépasse le protest time token, on avance ce token de 2 heures. Si jamais tous les officiers dépassent ce temps, à ce moment-là, on défausse l'événement et on prend un Too Many Events Penalty. Donc en fait, on n'aura pas réussi à gérer cette manifestation, on se prendra une pénalité, on verra à ce moment-là de quoi il s'agit. En revanche, si on arrive à gérer cet événement, on aura un bonus dont on prendra connaissance et on récoltera un certain nombre de récompenses. Voilà, ici, qui représente là les cartes de force et là, éventuellement, un indice. De toute façon, on verra l'iconographie, là, j'ai pas... Ah non, c'est pas un indice, c'est qu'on peut consulter un dossier de preuve, mais ça, on verra à ce moment-là. Voilà, donc là, on a notre premier événement, cette manifestation qui va nous embêter. Voilà, pour objectif de ralentir l'enquête, en fait. Scott Almes s'est dit
une ville sans manifestation, c'était une ville trop calme. Donc il nous a ajouté ça en plus des gangsters. Il reste un élément de jeu important dont je ne vous ai absolument pas parlé, c'est celui-ci. Je vais vous montrer. Voilà. A note on taking notes. Alors, ce qui est dit dans le livret de règles, c'est que le matériel ne fournit pas de matériel pour prendre des notes, mais qu'il est fortement conseillé de suivre les résultats de l'enquête en notant les éléments. Donc moi, ce que je vais faire, sur une feuille de papier, je vais reproduire les icônes et les lettres qui sont indiquées. Les lettres correspondant, on le voit, il y a 16 lettres, donc correspondant à tous les suspects. Ça forme une grille de 8 par 8, enfin de 4 par 8. Donc le A correspondant à Aaron Ace, le B à Claire Canary, le C à Ned Noir, etc. Le D à Olive Oyster, etc. etc. Et puis les icônes du haut là correspondent en fait aux icônes d'évidence, de preuve. Donc on pourra utiliser ça au mieux pour attribuer chaque preuve à chaque suspect. Alors, où est-ce qu'on le voit ça? Ah oui, bah voilà, alors là c'est le roux. Donc, ici, c'est les évidences de rank, de rang occupé dans les gangs. Là, bah, ça va correspondre aux gangs, soit les Bluebees, soit les Red Rhino, et ainsi de suite. Getaway, c'est le triangle, voilà. Les Forensics, c'est le carré, et l'arme, c'est l'hexagone. Donc ça, c'est ça. Donc ça, je vais reproduire à la main. Après, il existe des articles de pimp pour remplacer les petites feuilles qu'on utiliserait pour reproduire ça par des petits carnets d'enquête qui sont assez sympas, mais je les ai pas pris. Et d'ailleurs, il y a aussi les petits maths, les petits playmaths pour joueurs, etc. Enfin, il y a tout un tas de petites extensions qui peuvent aller de pair avec le jeu, mais moi, pour l'instant, j'ai récupéré uniquement le jeu de base. Je ne sais pas si j'investirai plus avant dans ce jeu. Là, c'est un peu tôt pour le dire. Voilà, en tout cas, je vais reproduire ça et puis on aura notre carnet de notes et on pourra se jeter dans l'aventure. Enfin, dans l'enquête en tout cas. Et on se retrouve tout de suite pour un premier tour de jeu. Voilà, je me suis préparé mon petit carnet de notes ici. J'ai reproduit les symboles, les lettres, très rapidement, hein, comme vous voyez. Mais ça suffira. Après, ça peut être fait, je pense, informatiquement pour ceux qui ne veulent pas acheter le carnet et disposer d'un document un peu plus sympa. Mais bon, voilà, moi je me contente de tracer ça à main levée, ça va bien. Les officiers de terrain, eux, se contentent de prendre des notes sur des petits bouts de papier. Je me mets dans la peau de ces gens de terrain. Alors, comment se déroule un tour de jeu à Tiny Epic Crimes? Eh bien, c'est très simple. C'est extrêmement simple, on va le voir. Alors, un tour de jeu se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est de se déplacer en voiture. C'est une étape optionnelle. La deuxième étape, c'est d'effectuer une action. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, c'est de piocher un événement sous certaines conditions, conditionnelles. Et enfin, là, on va avoir un lancer de type Mobster Roll, qui est une étape obligatoire. Donc, c'est à ce moment-là que vont apparaître d'autres gangsters sur la carte. Pendant les étapes 1 et 2, Driving and Performing Action, you must spend time measured in hours. Ok, donc ça on sait, hein, le temps est mesuré en heures. Après l'étape 2, avancez votre tracker d'un espace par heure dépensée. Ça veut dire que lorsqu'on conduit, déjà on aura un coût en temps pour se déplacer, mais c'est pas à ce moment-là qu'on va déplacer le tracker, mais uniquement après l'étape 2. Donc on va accumuler le temps dépensé pour l'étape 1 et 2, et seulement après on déplacera le tracker sur le time tracker.
Alors oui, les tours de jeu s'enchaînent, sauf que on ne joue pas l'un après l'autre, mais en fonction de la position du joueur sur le time tracker. C'est-à-dire que le joueur le plus près de l'heure de la première heure, en fait, joue. Donc il se peut que certains personnages jouent 2 fois d'affilée, voire 3, hein, selon les actions qu'on peut faire. Voilà, donc ça c'est pour le tour de jeu, hein. Donc extrêmement simple. Après, que peut-on faire comme action? Eh bien, l'aide de jeu est assez bien faite puisqu'on a les éléments. Alors par exemple là, quand on veut se déplacer, ce qui est la première étape est optionnelle, on sait que ça va nous coûter 1 heure. Ensuite, après avoir conduit, ce qui n'est pas obligatoire, on doit effectuer une action parmi l'action Arrest, donc là on peut appréhender pour 1 heure un bandit. On peut appeler des renforts pour essayer, on le verra, de capturer plusieurs bandits en même temps. On peut aussi faire un break, une pause café. C'est-à-dire que c'est une des options qui nous permet de ne pas effectuer d'action, mais c'est payant. Donc ça se fait assez rarement. On peut essayer aussi de capturer un informateur, de retrouver un témoin. On peut essayer de chercher un indice, effectuer une planque, bring in for holding. Donc là, on va essayer de ramener quelqu'un au poste, enfin au headquarter pour l'interroger. Et puis du coup, eh bien, voilà. Après, il y a l'action également interroger. Alors la question qu'il faut se poser, c'est que doit-on faire? Quels sont nos objectifs pour résoudre cette enquête? Eh bien, pour résoudre cette enquête, il va falloir trouver des preuves, hein. Voilà, on comprend. Alors, on regarde les cartes d'evidence et on voit que pour récupérer, enfin pour élucider, enfin trouver une preuve du rang qu'occupe le criminel dans la hiérarchie des gangs, eh bien, il faut récupérer 5 témoignages. Sauf que quand on est en coop, on n'a besoin que de 3 témoignages. Alors, on verra comment. Et à partir du moment où on a récupéré ces 3 jetons, et bien là, on récupérera cet indice-là. Voilà. De la même manière, pour déterminer le gang d'appartenance criminelle, il faudra récupérer en multijoueur 5 témoignages. Ah oui, tout à l'heure, c'était pas... Ah oui, 5... que je raconte, moi. Ça, c'est témoignages, et ça, c'est... Je sais plus. Bon, enfin bref, 5 jetons bleus et 3 jetons bleus en coop. Donc, ce sera sur 3. Pareil, ici, on doit récupérer 3 jetons de planque. Dans tous les cas. 3 jetons indices, avec certaines conditions toutefois, on verra. Et évidemment 3 suspects. Voilà. Une fois qu'on a récupéré 3 suspects, c'est-à-dire qu'on a emmené 3 mobsters dans les geôles du headquarter, là on peut parler de l'arme du crime. On peut espérer retrouver l'arme du crime. Donc ça nous donne déjà une trame pour enquêter. Donc première étape, eh bien, on va procéder à un déplacement éventuellement, et dans cette partie, c'est l'officier de patrouille qui va jouer en premier. Donc elle va utiliser son véhicule, hein, pour se déplacer, et moi j'aimerais bien qu'elle aille directement devant la manifestation, ce qui nous permettrait de résoudre assez rapidement cet événement. Alors comment se passe un déplacement? Eh bien, pour se déplacer, on va dépenser autant d'heures qu'il y a de cases de déplacement, sachant que les déplacements sont toujours orthogonaux. Donc là, pour venir ici, eh bien, je vais dépenser 2 unités de temps. Alors je vais utiliser des petits marqueurs voilà, jaunes, des petits cubes qui ne sont pas fournis dans le jeu, hein, qui sont à moi, et que j'utilise pour indiquer les coûts de déplacement et surtout pour ne pas oublier ces coûts au moment de bouger le tracker sur le time map. Donc notre officier en patrouille va se déplacer de 2, 1, 2.
et elle arrive du coup dans la zone de la manifestation, à proximité du tribunal. Voilà, donc ça lui coûte 2 heures. C'est assez conséquent quand même. On vérifie. Ouais, c'est bien ça. Ensuite, deuxième étape, nous allons procéder à une action. Alors on a le choix du coup. Alors, procéder à une action, on a toute cette liste, ou bien on a l'action proposée sur la carte événement. Alors, pour résoudre cet événement, comment ça se passe? Eh bien, as an action at the protest, dépenser 1 heure et lancer les 2 dés. Ok, donc je dépense 1 heure. Voilà, bon, j'ai avancé le tracker de l'agent de police de 1 et je lance les 2 dés. Donc j'obtiens 2 et 1. Du coup, je dois avancer le token sur le time tracker de la somme, donc ça veut dire 3. 1, 2, 3. Voilà. Et le jeton présent sur la carte vers l'adresse de destination, donc 1 noir, 2 blanc. Donc la manifestation s'est déplacée au nord-ouest de la ville. On va faire ça jusqu'à ce que le tracker de temps de l'événement sorte du plateau, enfin dépasse la dernière heure de l'enquête. Donc on va se trimballer cet événement tout du long. On va avoir un slot d'occupé durant toute la partie. On passe à l'étape 3. Alors l'étape 3, c'est l'étape événement. Join event, conditional, after step 1 and 2, your time tracker advance. Alors oui, maintenant que j'ai terminé mon déplacement et mon action, je vais avancer le time tracker du total. Donc à la fois de l'heure dépensée pour l'événement et pour le déplacement. Donc c'est un total de 1 plus 2, donc 3 heures. Si je dépasse ce repère rouge ici, je devrais tirer un nouvel événement. Mais là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc il n'y a pas d'autres événements supplémentaires dans cette phase 3. On passe à l'étape 4. L'étape 4, c'est le Mobster Roll. Donc il suffit de lancer les 2 dés, hein, tout simplement. Et de voir en fonction du résultat. Alors là, on obtient 2 sur la ligne et colonne 5. Donc, ligne 2, colonne 5, il n'y a pas de mobster. Donc dans ces cas-là, eh bien, on va aller tirer un bandit que l'on va positionner sur l'adresse indiquée par les dés. Voilà. Donc un nouveau gangster apparaît. Et donc là, ce sont les zombies qui commencent à se répandre dans les quartiers est. On verra que, en fonction du résultat des dés et de la situation présente sur le plateau, il y a plusieurs manières de résoudre un lancer de gangster, bien sûr. Et donc les effets sont différents en fonction de la situation. Voilà. Ça met fin au tour de jeu. Donc là, on a déjà fait le premier tour de l'officier en patrouille. On va passer au premier tour du shérif. Et puis, ce que je ferai, c'est que je mettrai fin à cette vidéo pour la mettre en ligne immédiatement. Comme ça, vous aurez déjà un premier aperçu des mécaniques du jeu. Puis on pourra rentrer à partir d'une seconde vidéo, plus dans la partie et puis dans la manière dont on va la vivre de manière un peu plus narrative aussi. Parti pour le shérif, donc lui, bien de la même façon, il va passer par l'étape 1, à savoir se déplacer en voiture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le shérif, je pense qu'il va commencer par enquêter. Alors là, je vais enlever ces petits repères-là qui servaient au début. Je serais bien tenté d'aller enquêter au sud parce que j'ai pas mal de jetons là, de planques et d'indices. Donc c'est assez tentant de faire ça. En même temps, j'ai quand même des gangs qui sévissent au nord. Où est notre officier de patrouille? Donc, où est-ce qu'on va faire? Le shérif, on va essayer de couvrir un petit peu le territoire.
Donc le shérif va partir à l'ouest. Donc pour 1, déplacement, il va prendre son véhicule et partir vers ce lieu-là, assez sympathique, c'est le casino. Voilà. Donc il va arriver au casino, et ici, il va faire une action, alors une action de recherche de scène de crime. Donc sur cette scène de crime, il va bien, simplement dépenser 2 heures pour analyser la scène de crime. Donc là, il dépense 2, 1, 2, et en échange, il peut retourner le jeton de preuve présent. Alors hop, on retourne le jeton et on va voir quel est le résultat. C'est parti. Alors, c'est un jeton success. Voilà, donc on va lever. Hein. On succède. Ok. Donc on a trouvé quelque chose au casino. Ok, donc cette preuve va être mise sur le mat du shérif. Par contre, je vais vérifier, je me demande s'il n'y a pas d'autres effets. Quand on trouve une preuve, alors, ça on va aller dans Action. Comme je découvre le jeu avec vous, je vais me référer régulièrement dans les premiers tours au livret de règles. Alors, Action, Search, Scene. Ça se fait normalement 2 jours, mais là en coop, le jour et la nuit n'ont pas trop d'incidence. En cas de succès, place it on your officer mat, side up. Ok, failure, place it on the officer mat, side up. Whenever succeed or fail, advance one badge level. Ok, donc là on doit faire avancer notre badge d'enquêteur sur le premier point de victoire. Très bien. Et puis bah voilà, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai mis le jeton sur le pion. Note, only 3 tokens are needed to only 3 succeed tokens are needed to solve forensics. Once 3 are revealed, discard all remaining tokens from the city. D'accord, donc une fois qu'on a révélé 3 succès, on peut supprimer les 4 restants. Et du coup, on pourra trouver une première preuve de type empreinte. Donc c'est assez facile, hein. C'est une collecte de preuves. On va dans des endroits, on collecte, on analyse, et puis en fonction de ce qu'on trouve, on avance ou pas dans l'enquête. Voilà. On passe à la troisième étape. Alors attention, avant ça, je vais dépenser la totalité du temps consacré à l'enquête. Donc on s'était déplacé de 1, donc on va ajouter 1 à la dépense de temps. Alors là, l'ordre d'empilement des jetons a son importance, puisqu'on va considérer que le dernier arrivé est celui qui va redémarrer en premier, en fait, quand les 2 joueurs sont à égalité. Donc là, au prochain tour, ce sera au shérif de jouer. Voilà, donc on passe à l'étape 3, révéler un événement sous condition. Alors, est-ce qu'on a des conditions qu'il faut qu'on révèle un événement? On sait qu'on va révéler un événement si on franchit ce repère rouge. Là, c'est pas le cas, on en est loin. Donc, il n'y a pas de nouvel événement qui apparaît à ce moment-là. On passe directement à l'étape 4. L'étape 4, c'est le Mobster Roll. Donc, on lance 2 dés. Donc là, on obtient un 2-5. Ah, alors on obtient un 2-5. Il y a déjà un mobster sur place. Donc, il va falloir regarder quels sont les effets de cet empilement de criminels, de cette concentration criminelle dans ce lieu à l'est de la ville. Alors, voyons. Voilà, roll both dice, ok. If that block does not have a mobster, non. If that block already has a mobster, c'est notre cas. Do not pull a mobster, donc on n'a pas besoin de tirer de mobster, but instead, à la place, draw a new event card. Et oui, forcément, si le nombre de criminels s'accroît, forcément les événements aussi. Donc, eh bien, voilà, c'est clair. Je pioche un nouvel événement.
Et là, qu'est-ce qui se passe du coup? Comme on peut s'en douter, il y a un big deal at the docks. Donc là, roll to place red rhino from the bag until there are at least 2 red rhinos at large in the city. Ok, donc là, eh bien, il va falloir qu'on récupère 2 red rhinos dans le bag et qu'on lance des dés. Parce que les red rhinos ne comptent pas laisser le champ libre à leurs adversaires, à leurs ennemis jurés, que sont les Bluebees, et puis les petits trafiquants à côté. Donc ils vont essayer de reprendre la main au niveau des docks. Alors les docks, eh ben, je pense que c'est le bateau, ici. Alors, on obtient un 3 et un 6. Alors quand on obtient un 6, en fait, dans la phase Mobster Roll, eh bien, il n'y a pas d'apparition de Mobster. Mais là, on est dans le cadre d'un événement, c'est un peu différent. On relance. Donc c'est un 5 et un 4. Donc là, 5 et 4. Donc le Mobster arrive ici, au niveau du Palace Picture du cinéma. Ensuite, deuxième jet, c'est le 5 et le 1. Donc 5, 1. Donc le Mobster, ouais. Donc c'est vraiment l'est de la ville là, qui les intéresse. Et c'est au niveau je sais pas ce que c'est un restaurant, un truc comme ça. Voilà. Et on a bien 2 Red Rhino placés sur le plateau, donc on s'arrête là. L'échange a lieu au port, ok. Bust the shipment as an action spent free at the port to resolve. Okay. Donc pour empêcher en fait la transaction, on va se déplacer jusqu'au port, puis planquer, dépenser 3 heures et essayer d'embarquer tout le monde. En fait. All Red Rhino cost plus 1 to apprehend. D'accord. Donc là les Red Rhino sont très organisés, donc ils sont durs à choper. Et donc il va nous falloir 1 heure de plus pour les appréhender ailleurs en ville que sur cette tuile-là. Donc là, le mieux, c'est directement d'aller là et puis d'empêcher l'événement et ensuite seulement de s'occuper des Red Rhino. C'est ça le but, parce qu'on va voir qu'on a toujours la possibilité de capturer les gangsters un à un pour éviter qu'ils aient les mains libres pour faire un peu ce qu'ils veulent et n'importe quoi. Voilà, donc on a terminé la phase Mobster, ce qui met fin au tour du shérif, et également fin à notre premier épisode de ce jeu. Donc je vais passer déjà à une petite conclusion intermédiaire avant de vous laisser. Bon, alors après un tour de jeu, il est difficile de se prononcer sur la valeur ou la pertinence d'un jeu. La question c'est est-ce qu'il me plaît ou pas déjà. Alors j'aime bien le matériel. Le matériel, est, même s'il est assez classique maintenant, puisque on a déjà vu des Tiny Epic en grande quantité autour de nous, dans notre quotidien de joueur, on sait ce que c'est, on les a bien apprivoisés. Il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là. Ce qu'on remarque aussi là, c'est que les mécaniques sont très différentes de Vikings, par exemple. On n'est pas du tout sur le même principe. D'ailleurs, le plateau n'a rien à voir. C'est pas du tout un système de conquête de territoire comme dans Vikings. Au contraire, là, il va falloir défendre le territoire. C'est une espèce de tower defense étendu, avec en même temps une gestion des déplacements et puis voilà, des mécaniques d'enquête pour optimiser un peu ce qu'on a à faire. Bon, voilà. On va voir après ce que donne la pertinence dans la manière de déterminer, enfin de trouver les preuves et puis de déterminer le criminel, enfin de mettre en évidence qui est le criminel. Bon, ça m'a l'air assez simple. J'ai l'impression que c'est un jeu plutôt familial. Mais voilà, c'est assez sympa pour le moment. Et puis, il y a plein de petites opérations qui sont très agréables. Le lancement des dés, l'apparition des mobsters, j'aime bien. Et puis les événements là, qui teintent la partie de surprise, ce qui est plutôt assez cool. Après, bon, voilà, ça reste un jeu familial qui ne sera certainement pas au goût de tout le monde, mais bon, qui fait le job si on a envie de faire quelque chose d'un peu léger, selon moi. Voilà, ben, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse, on se donne rendez-vous pour la suite de la partie.
Donc en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut!